Ce document n'est pas inspiré de faits réels, mais est 100% réel. L'homme qui transformait l'orpaillage en boucherie, la légende de Zépistola. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. C'était un après-midi d'août 1983, et la chaleur à Serra Pelada était de celles qui collent à la peau, qui vous font transpirer jusqu'à l'âme. Le soleil frappait implacablement les pentes de la mine à ciel ouvert, peignant tout d'un jaune fané, presque gris de poussière et de sueur. Des centaines d'hommes, fourmis dans leur fourmilière de boue et d'espoir, montaient et descendaient les pentes, chacun portant le poids de sa propre chance ou malchance. Personne ne le savait. Mais ce jour-là, la mort était déjà assise à la table d'une des cabanes les plus reculées, attendant le bon moment pour se lever. Elle avait un nom, José Antonio Silva, mais elle était connue de tous, dans des murmures et avec peur, sous le nom de Zépistola. Il était là, mêlé à cette foule de rêveurs et de désespérés, un prédateur silencieux au milieu de la Babylone. Cet après-midi-là, Zépistola sentait une impatience différente le ronger. Ce n'était pas la hâte de l'or, ni la soif des autres orpailleurs. C'était une sorte de faim, un désir calculé de clore un nouveau cycle, de sentir le contrôle lui échapper une fois de plus. Ses yeux, qui semblaient ne pas voir, enregistraient en fait chaque mouvement, chaque ostentation, chaque faux pas de ceux qui se croyaient chanceux. Il avait déjà une cible en tête. C'était Francisco Silva, un jeune homme de 19 ans récemment arrivé, l'éclat de l'innocence encore imprimé sur son visage sale de terre. Francisco avait trouvé sa première pépite, petite, d'une 30aine de grammes, mais pour lui, c'était le trésor du monde. L'euphorie du garçon était presque palpable. Il montrait l'or à qui voulait le voir, sans malice, sans le cacher, sans imaginer que cette joie naïve signait sa condamnation. Zépistola observait le jeune Francisco avec la froideur d'un boucher évaluant un morceau de viande. Il n'y avait ni colère ni haine personnelle, juste la détermination calculée d'un prédateur. L'éclat dans les yeux du garçon, la façon dont il tenait la pépite comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, tout cela ne faisait que confirmer qu'il était la cible idéale. C'était la proie la plus facile, la plus naïve, et Zépistola ressentait une satisfaction perverse à planifier chaque étape. Il était encore tôt, l'après-midi commençait à décliner. Zépistola n'était pas pressé. Il savait que la nuit apporterait le moment parfait, quand le mouvement diminuerait, quand les cris de célébration se tairaient et que la mine se livrerait à un silence lourd et claustrophobe. Il se mêlait au groupe, écoutait les conversations et occasionnellement, avec un sourire inoffensif, demandait à voir les pépites des autres, comme s'il était un collectionneur ou un admirateur, mais en réalité, ce n'était qu'un chasseur identifiant sa proie. Lorsque la lumière du soleil commença à s'éteindre, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, Zépistola savait que sa fenêtre d'opportunité s'ouvrait. L'odeur de la sueur et de la terre mouillée se mêlait à celle du kérosène des lampes qui commençaient à s'allumer ici et là. Il se dirigea vers le bar le plus proche, une cabane improvisée qui servait de la cachasse à bon marché et une sorte de nourriture grasse. Là, il s'assit dans un coin, commandant un verre et observant le mouvement, dissimulant sa présence. Francisco, le jeune orpailleur, apparut également au bar, toujours euphorique. La pépite, maintenant gardée dans un petit sac en tissu, semblait brûler dans sa poche. Il riait fort avec les autres, racontait comment il l'avait trouvée, et Zépistola enregistrait chaque détail, chaque sourire stupide, chaque démonstration d'inexpérience. Aucune émotion, juste le constat que sa victime était là, livrée à son propre sort. Au fil des heures, le bar se vida. Certains, orpailleurs, se retirèrent dans leurs cabanes. D'autres se perdaient dans l'obscurité de la nuit amazonienne, cherchant un peu de paix ou de divertissement douteux. Francisco, bercé par la cachaça et la joie de sa première grande découverte, décida qu'il était temps de rentrer. Zépistola le vit se lever, un peu chancelant, et suivit ses pas avec une distance calculée, comme une ombre qui s'allongeait sous la faible lumière de la lune. Le chemin du retour vers la cabane de Francisco était sombre, emmêlé par la végétation dense. Le silence de la jungle n'était brisé que par le bourdonnement des insectes et le coassement des grenouilles. Francisco marchait en chantonnant doucement, rêvant peut-être de ce qu'il ferait de son petit trésor. Il ne sentait pas le regard qui le transperçait par derrière, la respiration retenue de l'homme qui le suivait, ni la tension des muscles prêts à l'attaque. Soudain, un mouvement brusque.
Zépistola s'avança, rapide comme l'éclair, avant que Francisco n'ait eu le temps de réagir. Le jeune homme sentit la main froide et lourde de l'agresseur sur son épaule, le faisant pivoter avec force. L'impact fut si soudain que le sac contenant la pépite tomba de la main de Francisco, roulant sur la terre battue. Le garçon paniqué tenta de crier, mais la main libre de Zépistola se serra sur sa gorge, étouffant le son. La lutte fut désespérée mais courte. Francisco, malgré sa jeunesse et sa force, n'avait ni l'entraînement ni la méchanceté de Zépistola. Il se débattait, griffant le visage de l'agresseur dans un instinct de légitime défense aveugle, laissant des marques d'ongles sur la peau de l'assassin. Mais la supériorité de Zépistola était évidente. Il l'immobilisa avec brutalité, et le son étouffé du tir du pistolet calibre .38, étouffé par la densité de la forêt, fut presque inaudible. Le corps de Francisco tomba sans vie, un poids mort dans l'obscurité humide du sentier. Zépistola ne perdit pas de temps. Avec des mouvements rapides et pratiques, il ramassa le petit sac en tissu qui était tombé des mains du garçon, sentant le poids familier de la pépite à l'intérieur. Il examina brièvement le visage du jeune homme, remarquant les égratignures qui marquaient maintenant sa propre peau. Un petit désagrément, rien qui ne puisse être dissimulé par la poussière et la fatigue de l'orpailleur. Il s'éloigna de la scène du crime avec la même discrétion qu'il était arrivé. Il n'y avait aucun signe de remords ou d'hésitation dans sa démarche. Le pistolet fut rangé à sa ceinture, le sac d'or disparut dans l'une des poches de son pantalon. Pour lui, ce n'était qu'un autre travail accompli, un autre pas dans son plan d'accumulation de ce qu'il considérait comme sa juste récompense dans cette jungle sans loi. La nuit à Serra Pelada était traîtresse, et le corps de Francisco ne serait découvert que le lendemain matin, quand le soleil serait déjà haut et que l'activité à la mine reprendrait. Zépistola le savait. Il avait une connaissance presque instinctive du rythme de cet endroit, de la lenteur avec laquelle les nouvelles se propageaient et de l'apathie des autorités. Il se mêla de nouveau à l'obscurité, suivant des raccourcis que lui seul semblait connaître, en direction de sa cabane isolée. À l'aube, les premiers rayons du soleil révélèrent la scène. Un orpailleur qui suivait le sentier menant au ruisseau trouva le corps de Francisco. Le cri qui résonna dans la vallée fut le catalyseur. En peu de temps, une petite foule de visages choqués et curieux se forma autour du lieu. La pépite de 30 grammes était une somme dérisoire pour la plupart des gens, mais le brutal assassinat d'un jeune homme pour si peu était un choc encore plus grand. Le brouhaha se transforma rapidement en murmures, et les murmures en une peur palpable. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un mourait à Serra Pelada à cause de l'or, mais la brutalité et l'âge de la victime touchaient une corde sensible. Tandis que la nouvelle courait de bouche en bouche, Zépistola se mêlait déjà aux curieux, avec une expression de fausse préoccupation sur le visage. Personne ne remarquait les égratignures sur son visage, qu'il dissimulait sous l'excuse d'une chute dans la forêt. La police fédérale, déjà épuisée par tant de crimes communs, arriva sur les lieux avec la lenteur habituelle et un certain découragement. Le délégué Marcos Antonio Ribeiro, un homme portant le poids de nombreuses années de frontières sur ses épaules, observait la scène avec un mélange de lassitude et une intuition troublante. Ce n'était pas une bagarre de bar ou un simple règlement de compte. Il y avait un schéma, quelque chose de froid et de méthodique qui le dérangeait profondément. Ribeiro remarqua que le tir était net à la nuque, sans signe de lutte prolongée. Cela l'intriguait déjà. Les hommes de la mine se battaient pour n'importe quoi, et un jeune homme fort comme Francisco n'aurait pas abandonné l'or si facilement. Ce type d'exécution si précise, si froide, n'était pas l'œuvre d'un bagarreur ordinaire. Il commença à interroger les orpailleurs plus âgés sur les nouveaux arrivants, ceux qui se comportaient différemment, ceux qui avaient un comportement particulier. Alors qu'il interrogeait un groupe d'hommes, Ribeiro jeta un coup d'œil à Zépistola, qui observait la scène avec un calme étrange. Il n'y avait ni transpiration excessive, ni l'agitation nerveuse que l'on voyait chez la plupart des curieux. Et, puis, le détail. Une tache sombre sous la poussière qui couvrait le visage de Zépistola, comme une égratignure récente, à moitié dissimulée. Ribeiro sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait déjà vu cela, dans d'autres affaires, dans d'autres coins de la frontière. Cette marque était familière. Ribeiro, avec l'expérience de celui qui avait tout vu, ne dit rien. Il se contenta de mémoriser ce détail sur le visage de Zépistola et continua à recueillir des informations, à écouter les
lamentations et les théories des orpailleurs. Il savait que la hâte était l'ennemi de l'enquête dans un endroit comme Serra Pelada. Il fallait être patient, laisser la poussière retomber, et ensuite, calmement, assembler les pièces du puzzle. Ce même jour, en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher à nouveau, Antonio Pereira, un orpailleur plus âgé et discret, sentit un poids sur sa conscience qui l'empêchait de dormir. Il avait déjà vu Zé Pistola, une autre fois, sortir de la forêt avec le pistolet à la main, juste après un assassinat. La peur l'avait paralysé à l'époque, mais maintenant, avec la mort du jeune Francisco, quelque chose en lui se brisa. Il savait qu'il ne pouvait plus se taire. Antonio chercha le délégué Ribeiro dans sa cabane improvisée, loin des regards curieux de la mine. Il arriva anxieux, le corps tendu, regardant de tous les côtés comme s'il craignait d'être suivi. Il raconta tout, la voix étouffée par la peur, mais avec la conviction de celui qui ne supportait plus de porter ce secret. Il décrivit Zé Pistola sortant de la forêt, l'arme à la main, l'endroit exact et l'heure où il avait vu le corps de Raimundo Santos, la victime précédente. Ce témoignage fut la pièce manquante. Ribeiro ressentit un frisson différent, une confirmation de son intuition. Les marques sur le visage de Zé Pistola, l'exécution froide de Francisco, le modus operandi des crimes précédents, tout s'assemblait. Il avait ce dont il avait besoin. À ce moment-là, il sut que la chasse aux monstres de Serra Pelada était sur le point de commencer pour de bon, et elle ne se terminerait pas tant que Zé Pistola ne serait pas appréhendé. L'odeur de la mort planait dans l'air, et la jungle, silencieuse, attendait le dénouement. Le délégué Marcos Antonio Ribeiro agit avec la discrétion que la situation exigeait. Il convoqua son équipe la plus fiable. Peu de mots furent échangés. Il ne voulait pas d'alerte qui pourrait faire sentir à Zé Pistola l'odeur du piège. L'idée était d'arrêter l'assassin cette nuit-là même, avant que la nouvelle du témoignage d'Antonio Pereira ne puisse fuir et lui donner le temps de s'échapper. L'horloge, maintenant, était l'ennemi. L'équipe se déplaça sous le manteau de l'obscurité qui commençait à couvrir la mine. Le plan était simple. Encercler la cabane de Zé Pistola, qui était l'une des plus éloignées, garantissant qu'il n'aurait pas de voie de fuite. Chaque policier connaissait exactement sa position et ce qu'il devait faire. L'air était lourd, non seulement à cause de la chaleur humide de la forêt, mais aussi de la tension qui émanait de chaque homme. Personne n'avait de doute qu'il traquait un prédateur dangereux, un homme qui n'avait rien à perdre. Lorsqu'ils atteignirent finalement la cabane de Zé Pistola, la surprise fut amère. La porte était ouverte, balançant légèrement avec la brise nocturne, révélant l'intérieur vide et désorganisé. L'assassin avait disparu. Le délégué Ribeiro ressentit un mélange de frustration et une pointe de respect pour la ruse de l'homme. Zé Pistola était un fantôme, toujours un pas en avant, comme s'il pouvait sentir l'approche du danger avant même qu'il ne se matérialise. La fuite, cependant, ne serait pas facile. Ribeiro savait que la jungle était vaste et implacable, mais aussi que Zé Pistola, maintenant un fugitif avec une cible dans le dos, serait plus exposé. Il mobilisa toutes les ressources disponibles, des chiens pisteurs, des guides, expérimentés dans la forêt, et même un hélicoptère que la police fédérale avait à disposition dans la région. La chasse était officiellement ouverte, et la détermination du délégué était palpable. Zé Pistola n'échapperait pas. Zé Pistola se déplaçait dans la forêt comme un animal traqué, mais avec l'habileté de celui qui la connaissait comme sa poche. Il utilisait la densité de la forêt à son avantage, disparaissant entre les arbres, traversant des ruisseaux et des fondrières, évitant tout, sentier connu qui pourrait mener ses poursuivants jusqu'à lui. La blessure à l'épaule, résultat du tir de Benedito Santos, du petit garimpo qu'il avait tenté d'agresser, pulsait à chaque mouvement, mais la douleur était secondaire par rapport à la nécessité de rester libre. Ce tir, l'erreur de calcul en sous-estimant le courage de Benedito, fut le début de sa fin. Il le savait, sentait le piège se resserrer, même sans voir les policiers. La trace de sang, aussi minime soit-elle, était un phare pour les chiens pisteurs qui le suivaient implacablement. La jungle qui était autrefois son refuge et sa scène devenait maintenant une prison verte, se refermant sur lui à chaque pas. Les chiens de la police fédérale, guidés par des traces de plus en plus nettes, s'approchaient rapidement. Zé Pistola pouvait les entendre au loin, les aboiements insistants, de plus en plus proches, comme le son d'un compte à rebours.
Il était épuisé, la blessure le faisait souffrir, et la faim et la soif le tourmentèrent depuis des jours. Il avait tué 2 autres personnes pendant sa fuite, un commerçant qui lui avait refusé des vivres et un guide qui avait tenté de le livrer, ce qui ne faisait que confirmer qu'il était un homme sans limite, un animal à bout de force. C'est alors que, dans une petite clairière, à environ 50 km de Serra Pelada, il trouva une grotte peu profonde. C'était une cachette précaire, mais la seule qui lui restait. Il entra, tombant d'épuisement, avec le pistolet calibre 38 maintenant sans munitions, un poids inutile dans ses mains. Zepistola savait que la fin était proche, mais son esprit, bien que désespéré, élaborait un dernier bluff. En peu de temps, les hurlements des chiens et le bruit des pas pressés devinrent assourdissants. L'encerclement était complet. Zepistola pouvait entendre les voix des policiers, le craquement des branches sous les bottes, le cliquetis des armes désengagées. Il savait qu'il n'y avait nulle part où aller. La grotte, son dernier refuge, était maintenant son piège. La gorge sèche, il força sa voix à sortir, criant aux policiers qu'il voulait se rendre, qu'il était blessé, qu'il avait besoin de soins médicaux. Le délégué Ribeiro, de l'extérieur, lui donna l'ordre de sortir de la grotte les mains en l'air, désarmé. Zepistola prit une profonde inspiration, puisant dans une force qu'il ne savait même pas qu'il possédait encore. Lorsqu'il émergea de l'obscurité, le visage marqué par les égratignures et l'épuisement, il tenait quelque chose dans sa main droite. Une grenade. « Si vous me prenez, on explose tous ensemble !» hurla-t-il, les yeux fixés sur Ribeiro. Il exigea un hélicoptère, exigea un passage hors du pays. Ribeiro tenta de négocier, la voix calme, mais intérieurement, il sentait la tension monter. Il voyait le désespoir dans les yeux de Zepistola, l'irrationalité d'un homme acculé qui n'avait plus rien à perdre. La situation dura plus d'1 heure, chaque minute semblant une éternité. Zepistola hurlait des menaces. Les policiers maintenaient la distance. Personne ne savait comment briser cette impasse qui pouvait se terminer en tragédie pour tous. Ce fut dans ce moment de terreur suspendue que la solution arriva, silencieuse et létale. Un tireur d'élite de la police fédérale, entraîné pour des situations extrêmes comme celle-ci, se positionna sans que personne ne le remarque. Le tir fut net, précis, atteignant Zepistola à la tête et le tuant instantanément. La grenade tomba au sol mais n'explosa pas. Elle était sans la goupille de sécurité, oui, mais Zepistola n'avait pas lâché le levier. C'était un dernier bluff, désespéré, d'un homme qui savait que sa fin était arrivée. Lorsque la fumée se dissipa et que la tension dans l'air se transforma en soulagement, l'équipe s'approcha du corps de Zepistola. Dans une pochette improvisée à sa ceinture, ils trouvèrent plus de 800 grammes d'or. C'était le produit de 9 assassinats à Serra Pelada, 9 vies, fauchées par une cupidité maladive, en plus des 2 autres hommes tués pendant la fuite. Mais ce qui choqua le plus les policiers fut un petit carnet, taché d'humidité et de terre, que Zepistola gardait comme un trophée macabre. À l'intérieur du carnet, les détails étaient nauséabonds. Ce n'était pas un journal, mais une sorte d'inventaire. Zepistola y notait méticuleusement le nom de ses victimes, la quantité d'or que chacune possédait, et même la date des assassinats. Et le plus effrayant, une liste d'au moins 20 orpailleurs qu'il considérait comme des cibles potentielles. S'ils n'avaient pas été arrêtés, le carnage à Serra Pelada aurait été bien plus grand. La nouvelle de la mort de Zepistola se répandit à Serra Pelada comme un incendie. Le soulagement fut immédiat, presque palpable. Les orpailleurs célébrèrent, non pas avec euphorie, mais avec un sentiment de libération qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Enfin, ils pouvaient respirer, travailler en paix, sans l'ombre constante de l'assassin qui les traquait pour quelques grammes d'or. Ce jour-là, le 26 août 1983, resterait marqué comme la fin d'un cauchemar. Ce fut le dernier acte de Zepistola, mais son héritage, la cicatrice qu'il laissa, perdurerait longtemps à Serra Pelada. En seulement 5 mois, un homme avait transformé une mine déjà chaotique en un champ de bataille. Son histoire devint une légende, racontée à voix basse par les anciens, un sombre avertissement de ce que la cupidité et la cruauté peuvent faire à un homme et à un lieu.